Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où il s'agit de parler des livres en cours de lecture. Aujourd'hui, 5 livres que voici, 5 livres qui sont des livres qui m'ont accompagné durant cette semaine, certains beaucoup et d'autres un peu moins. Il y en a un que j'ai terminé, un que j'ai à peine commencé, et puis les autres, je poursuis vaillamment ma lecture de ceux-ci, et donc aujourd'hui, il s'agit simplement de parler assez librement de ces 5 livres pour dire ce qu'ils m'ont apporté. Alors cette semaine, j'étais en vacances, j'étais à Paris, loin de chez moi, et j'ai emporté quelques-uns des livres que voici. Je suis allé voir plusieurs expositions, et un livre qui m'a accompagné en parallèle de ces expositions, c'est les œuvres d'Édouard Levé. Œuvres d'Édouard Levé que j'ai donc terminé, dont j'ai terminé la lecture cette semaine. Ces œuvres que l'auteur imagine et dont on se dit, quand on va voir des œuvres réelles dans des musées, qu'on pourrait peut-être les rencontrer. Certaines ont peut-être, je ne sais pas, été réalisées en vrai. Un portefeuille en acier blindé, c'est la 328. J'ai vu à Paris un immense sac à main qui était affreux, le bâtiment de chez Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Mais voilà une œuvre, voilà des idées d'œuvre qui parfois on se dit tiens, ça pourrait être réel, même avec des outils d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Il y a un vrai plaisir à découvrir et à imaginer ce que pourraient être ces œuvres, parfois totalement farfelues. Parfois on se dit, ah tiens, voilà, là il y a quelque chose qui sort. Un Chinois trentenaire, en costume bon marché, pousse un long dos dans lequel est assis un enfant au visage couvert de poils bruns. Il arpente lentement le vernissage, indifférent au regard. Par moments, il s'immobilise et regarde dans une direction où il n'y a rien à voir. Mur blanc, sol, plafond, ou point indistinct au milieu des visiteurs. Inexpressif, il ne répond pas aux questions. Voyez, ça c'est tout à fait faisable. Ou alors, juxtaposées, 2 photographies montrent l'eau flotter dans l'air et l'air flotter dans l'eau. À gauche, l'eau d'un jet vertical, parvenue au sommet, retombe sur elle-même en projetant des gouttes. À droite, de l'air lâché sous l'eau forme une colonne dont les premières bulles, s'apprêtant à toucher la surface, s'éparpillent comme les gouttes au sommet du jet. Il y a quelque chose de très poétique dans cette image-là, dans cette œuvre qu'on rêve de voir. Mais peut-être qu'il est bon d'en rester au rêve. Une photographie montre un couple de vieillards qui regardent des trous dans une paroi rocheuse au bord d'une route. Dans chacun d'eux est ménagée une cage où vit un hibou. Au fond, on voit le panneau d'entrée d'un village appelé Usude. Là aussi, on voit très bien le tableau où on l'imagine. Et donc, tout ce livre est formé de ce genre de choses, des textes plus longs, plus courts, des esquisses. Une musique pour piano se compose de la main gauche d'une partition de Debussy et de la main droite d'une partition de Bach. Évidemment, ça donne quelque chose de tout à fait étrange, sans doute. Et puis, le livre se referme sur précisément le livre lui-même, le livre qui continue. Voici les 3 dernières œuvres à l'intérieur de ce livre œuvre de Édouard Levé, mais œuvres qui sont amenées à se poursuivre. 531, 32 et 33.
Après avoir publié un livre dans lequel il décrit des projets d'œuvre qu'il n'a pas réalisés, l'auteur le réécrit au crayon sur un cahier, de mémoire, les yeux fermés. Évidemment, on se demande, est-ce qu'il l'a fait ? 532. Après avoir publié un livre dans lequel il décrit des projets d'œuvre qu'il n'a pas réalisés, l'auteur les dessine et publie un second livre fait d'autant de dessins. Là aussi, les dessins, on aimerait les voir. Et pour terminer, 533, après avoir publié un livre dans lequel il décrit des projets d'œuvre qu'il n'a pas réalisés, l'auteur en donne des lectures en suivant les injonctions du public, invité à dire les chiffres des paragraphes qu'il souhaite l'entendre lire. La lecture s'achève lorsque plus personne ne lui demande de poursuivre. Ça, je crois bien qu'il l'a fait. En tout cas, ça mériterait que ce soit fait, même si l'auteur, Édouard Levé, n'est plus de ce monde. Il écrit un livre, justement, où il parle de son propre suicide qui arrive. Mais ça, je suis peut-être pas tout à fait prêt pour aller le lire. En tout cas, il y avait quelque chose de tout à fait fascinant dans ces œuvres d'Édouard Levé qui m'ont donc accompagné lors de mes visites dans les musées, qui les ont complétés. Il y avait déjà des choses intéressantes, mais là, on ouvre un autre monde en plus dans ce livre-là. Alors, parmi les livres dont je vais encore parler, il y a Le temps d'après de Gene Eklund que j'ai avancé aussi avec ce monde, ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé à un moment donné le monde d'après, qu'on rêvait meilleur. Ici, on imagine, l'auteur imagine, c'était déjà le cas dans La forêt, le roman précédent, le roman qui précède cette histoire-là, même s'il y a bien des années entre l'écriture des deux livres. Dans La forêt, c'était l'effondrement du monde tel qu'on le connaît. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus tous nos objets connectés qui nous servent en permanence. Et on doit réinventer, faire des œuvres nouvelles au fond, mais des œuvres qui permettent de vivre dans la forêt. Et on a donc, dans ce temps d'après, le récit raconté par l'enfant, devenu adolescent, Burl, qui parle de ses deux mères, et qui sont les seules personnes qu'il connaît. Et une bonne partie du livre est basée sur cette idée-là, sur l'idée que ce jeune homme, c'est le seul homme, puisqu'il y a deux femmes avec lui, et qu'il n'a jamais vu d'autres êtres humains. Et évidemment, il en rêve, il les a vus sur des couvertures de magazines découverts dans une grange, et il les a regardés avec fascination, mais en réalité, il n'en a jamais vu. Sauf que ce ne sont pas les seuls êtres humains sur Terre. Ce sont les seuls dans leur forêt. Et encore, il y a parfois des passages dangereux. Et il y a des scènes assez terribles où le personnage qui s'appelle Nell, qui était la narratrice du roman précédent dans La forêt, qui ici est toujours présente, se fait tabasser parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a vécu dans le monde d'avant, qui est responsable et coupable de la destruction, de sa propre destruction, et de l'état du monde d'après, qui est un état extrêmement violent, sauf peut-être chez ces gens qui ont réussi à s'adapter dans la forêt. Et il y a donc une grande violence aussi dans ce livre-là, une grande fascination, un grand rapport aussi à la nature, qui est un des personnages. Le jeune homme fait l'amour à la nature, de manière concrète, à certains moments du livre. Et il rencontre enfin, là dans les pages où j'en étais, il voit des humains qui à la fois le terrorisent et l'attirent de manière extrêmement
extrêmement forte. Il n'en a jamais vu à part ces deux mères, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, il ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais voilà ce qu'il dit. Je vois des gens. Des gens si près qu'il suffirait d'une vingtaine de pas pour que je coure vers eux et les touche. Du moins, je pense que ce sont des gens. Ils ont des jambes d'humains et des bras d'humains, et des visages assez proches de ceux de mes mères et de ceux sur les couvertures des 6 magazines. Mais c'est tellement étrange et vertigineux de les voir pour de vrai. Plus encore, je me demande, plus encore que me demander s'ils sont réels, je me demande si moi je le suis, ou si ce n'est pas juste un moment dans les rêves de quelqu'un. De là où je me trouve derrière le sapin, je vois tout si clairement, même s'il y a tant à voir que des tas de choses doivent sûrement échapper à mon regard. Mes yeux virevoltent, essayant de capter tout à la fois. La prairie est plus petite que notre clairière, c'est juste une agréable étendue d'herbe d'un vert mordoré sous le soleil couchant. Mais au milieu, une personne est assise à un bras d'une pile de sacs sales et déchirés qui menacent de s'effondrer à tout instant. Elle se tient la tête tellement penchée sur le baluchon qui repose sur ses genoux que je ne peux pas voir son visage, mais ses cheveux sont du noir brillant des bûches carbonisées, ses bras de la même teinte que des noix grillées, et elle porte une tunique en loques de la couleur des mûres bien juteuses. Sa présence là, devant moi, me donne envie d'applaudir, ou de pleurer, ou de vomir, de me sauver tout de suite et de me lancer vers elle, de me jeter à terre à ses pieds, et d'échanger toute l'histoire de ma vie avec la sienne. On voit l'élan et la peur du personnage s'imaginer dans un monde où on a connu que 2 autres êtres humains, et tout d'un coup, toute une horde d'humains dont on ne sait pas quoi penser, et on sait que certains peuvent être extrêmement dangereux, mais en même temps, on raconte à Burl des histoires avec des fins heureuses, même si l'une de ses 2 mères, sa mère biologique, Eva, dit que les histoires à fin heureuse ne sont pas bonnes à raconter parce que elles ne correspondent pas à la réalité. Elle lui raconte une histoire qui se termine de manière horrible et lui veut en inventer une autre fin. Alors quelle sera la fin de cette histoire-là, de cette histoire du temps d'après? Il me reste quelques pages à lire, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors, ces histoires qu'on raconte, ces histoires qui montrent la vie concrète des êtres humains qui se retrouvent isolés, on peut peut-être faire quelques parallèles, un peu tirés par les cheveux, avec le pavillon des cancéreux de Alexandre Solzhenitsyn, dont je poursuis là encore la lecture. Ce pavillon des cancéreux, c'est aussi un lieu clos, dont on ne sort pas forcément, ou dont on ne sort pas forcément vivant. Et c'est aussi peut-être un autre point commun qu'on pourrait trouver, un lieu où on se révèle à soi-même. Si on est livré à soi-même dans la forêt, seul, ou seulement à 3, dans un groupe qui s'appelle chez Gene Egland Nous 3, écrit en un mot N-O-U-T-R-O-I-S, eh bien, on révèle sa vraie nature. La nature révèle ce que nous sommes dans la nature. Et dans le pavillon des cancéreux, il y a ça aussi. Il y a tout d'un coup la vie banale, la vie qui se déroule bien ou mal. Tout d'un coup, elle est remise en cause, elle est questionnée. Et tout ce qui va autour, et toutes les questions de médecine, est-ce qu'il faut soigner tout le monde? Ou est-ce que si le malade ne veut pas être soigné, comment on fait? Il y a des scènes où on raconte qu'on va forcer des gens à se faire soigner, qu'ils ne le veulent pas,
qui veulent vivre ailleurs que dans ce pavillon des cancéreux, même si c'est pour un temps plus bref. C'est des questions extrêmement difficiles que soulève ici donc Alexandre Solzhenitsyn dans un monde qui est ce monde des communistes dont j'en parlerai tout à l'heure avec les 2 derniers livres dont je vais parler, parce qu'il y a aussi ce lien-là qu'on peut faire. Et il y a au fond aussi dans cette lecture-là vraiment cette confrontation, je disais, non pas seulement aux communistes, mais à la vraie vie. À la vie qui est parfois extrêmement banale. Alors la vie sous le communisme, ça peut être ça. Une femme médecin, les médecins sont souvent des femmes dans cette histoire-là, est confrontée à ces malades et à tous ces problèmes. Et elle est confrontée aussi à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. Comme on peut le voir par exemple ici, cette Elisabeth Anatolievna n'était qu'une simple fille de salle du service de radiologie. Donc, que rencontre cette femme médecin? Pourtant, il ne serait venu à l'idée de personne de la tutoyer ou de l'appeler par son diminutif, Lisa, habitude qu'ont pourtant les médecins, même jeunes, quand ils s'adressent aux femmes de salle, et quel que soit l'âge de celles-ci. Dans le monde de partage et d'égalité qu'est censé être le communisme, c'est surprenant ça. C'était une femme qui avait de l'éducation. À ses moments de liberté, pendant les gardes de nuit, elle lisait des livres en français. Or, pour une raison qu'elle ne disait pas, elle était devenue fille de salle dans un centre anticancéreux et une fille de salle tout à fait consciencieuse. Bien sûr, elle avait ici un salaire 1,5 fois plus important et pendant un certain temps, il y avait même eu une prime de 50% en raison de la nocivité des rayons. Mais voilà que pour les filles de cette salle, il y en a dans toutes les salles, pour les filles de salle, cette prime avait été ramenée à 15% et Elisabeth Anatolievna n'était pourtant pas partie. Lyudmila Afanesievna, dit-elle, en s'inclinant légèrement comme pour s'excuser, ainsi que font les gens suprêmement polis. Je me sens très gêné de vous déranger pour une raison si futile, mais vraiment, c'est à désespérer. Il n'y a pas un chiffon nulle part. Je ne trouve absolument rien. Avec quoi faire le ménage? Eh oui, c'était un vrai malheur. Le ministère avait prévu de munir le centre anticancéreux d'aiguilles, de radium, d'une bombe au cobalt, d'appareils stabilivolt, d'installations ultramodernes pour les transfusions sanguines, des médicaments synthétiques les plus nouveaux. Mais quelle place pouvait-il y avoir dans une liste aussi savante pour de simples brosses ou de simples chiffons? Voilà l'absurdité des ministères qui décident qu'est-ce qu'on alloue à tel ou tel lieu où on a les machines les plus sophistiquées, mais on n'a pas de quoi nettoyer. Et évidemment, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est chez Solzhenitsyn, opposant au régime communiste, une critique en creux du communisme, critique qu'on a aussi de manière assez forte chez Albert Camus dans L'homme révolté, dont j'ai avancé là aussi la lecture assez difficile, enfin, c'est très dense, il y a beaucoup de références. J'ai notamment lu la partie qui s'appelle La révolte historique, et puis j'en suis à Révolte et art. Cette question de tous ceux qui se sont révoltés, mais qui ont trahi la révolte, qui sont tombés dans ce qu'il appelle le nihilisme. C'était déjà le cas dans les révoltes métaphysiques et historiquement aussi, et c'est notamment le cas des communistes et de Marx, qui n'est pas forcément
l'auteur préféré de Camus. Il s'est fâché avec ses amis existentialistes, Sartre et compagnie, à cause de sa position très, très ferme contre les idées et surtout contre les pratiques communistes. Cette idée, au fond, qu'on travaille pour plus tard, pour l'avenir, et que, au fond, comme l'avenir est assurément les lendemains qui chantent, bah forcément, le présent, si ça n'est pas à la hauteur, si il faut massacrer des gens, s'il faut les faire vivre dans des conditions épouvantables, s'il faut ne pas envoyer dans les hôpitaux de quoi nettoyer, eh bien, ça n'est pas grave, parce que l'histoire est écrite d'avance, il y a un certain fatalisme. Et donc, Camus, lui, va au contraire dire non, le présent compte, et l'histoire n'est pas écrite. L'âge d'or, voilà ce qu'écrit justement Camus sur cette question-là. L'âge d'or, renvoyé au bout de l'histoire et coïncidant par un double attrait avec une apocalypse, justifie donc tout. Il faut méditer sur la prodigieuse ambition du marxisme, évaluer sa prédication démesurée pour comprendre qu'une telle espérance force à négliger des problèmes qui apparaissent alors comme secondaires. C'est exactement le problème qu'on a avec ces problèmes de ménage dans le pavillon des cancéreux. Le communisme, en tant qu'appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme, en tant que retour de l'homme à lui-même à titre d'homme social, c'est-à-dire d'homme humain, retour complet, conscient et qui conserve toutes les richesses du mouvement intérieur, ce communisme, étant un naturalisme achevé, coïncide avec l'humanisme. Il est la véritable fin de la querelle entre l'homme et la nature, et entre l'homme et l'homme, entre l'essence et l'existence, entre l'objectivation et l'affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre l'individu et l'espèce. Il résout le mystère de l'histoire, et il sait qu'il le résout. Ça, c'est une citation. Seul le langage se voudrait ici scientifique. Bon, c'est une citation de Marx, j'imagine. Seul le langage se voudrait ici scientifique. Pour le fond, quelle différence avec Fourier qui annonce les déserts fertilisés, l'eau de mer potable et à goût de violette, l'éternel printemps. L'éternel printemps des hommes nous est annoncé dans un langage d'encyclique. Que peut vouloir et espérer l'homme sans Dieu, sinon le royaume de l'homme? Ceci explique la transe des disciples. Dans une société sans angoisse, il est facile d'ignorer la mort, dit l'un d'eux. Pourtant, et c'est la vraie condamnation de notre société, l'angoisse de la mort est un luxe qui touche beaucoup plus l'oisif que le travailleur, asphyxié par sa propre tâche. Mais tout socialisme est utopique. Et d'abord le scientifique. L'utopie remplace Dieu par l'avenir. Elle identifie alors l'avenir et la morale. La seule valeur est ce qui sert cet avenir. De là qu'elle ait été presque toujours contraignante et autoritaire. Marx, en tant qu'utopiste, ne diffère pas de ses terribles prédécesseurs, et une part de son enseignement justifie ses successeurs. Tout est permis puisque la cause est bonne. L'avenir radieux, les lendemains qui chantent, le communisme, évidemment tout ça nous paraît daté, nous paraît d'un temps très ancien, alors que c'est tout récent. Et le dernier livre dont je vais parler, justement, se pose cette question-là. Après la fin de ce monde communiste, fin que ne prévoyait sans doute pas Camus en son temps. Et qu'est-ce qu'il reste de ça? Alors, on va quitter la Russie, l'URSS d'Alexandre Solzhenitsyn pour
le pays disparu, sur les traces de la RDA, la République démocratique allemande, par Nicolas Offenstadt, qui est un historien, mais un historien qui va donner de sa personne pour retrouver les traces d'un passé pourtant proche, mais avec des méthodes qui relèvent presque de l'archéologie. Mais en même temps, du témoignage, on rencontre encore aujourd'hui des gens qui ont vécu en RDA et qui sont parfois nostalgiques, parfois pas, ou parfois nostalgiques de certains aspects, pas d'autres, etc. Et donc, il pose la question, mais qu'est-ce que c'était que ce pays disparu? Qu'est-ce que ça a été la RDA, un pays qui nous le rappelle dans son introduction, là j'en suis qu'au début, j'ai lu l'introduction, un début de quelques histoires de vie de gens qui ont vécu en RDA, il explique justement à quel point la RDA s'est fait avaler par ce qui était la RFA à l'époque, la République fédérale allemande, que quand on parle d'unification des deux Allemagnes, ce qui s'est passé réellement, c'est la fin de l'Allemagne communiste qui s'est fait bouffer par l'Allemagne capitaliste. Et encore aujourd'hui, il y a sans doute des ressentiments du côté est de l'Allemagne. Mais que reste-t-il de cette RDA? Il reste des traces. Voilà ce qu'écrit Nicolas Offenstadt à propos de ces traces. Ce livre se veut, plus de 25 ans après la disparition du pays, un travail sur les traces. Sur la trace aussi comme figure de l'histoire, selon les principes d'une anthropologie symétrique, qui invite à ne pas lire l'histoire des perdants autrement que celle des vainqueurs. Évidemment, on est du côté des perdants. La RDA a disparu, la RFA pas. Donc, elle est du côté des perdants. À lui donner la même consistance, donc l'histoire des perdants, à prendre autant au sérieux l'histoire des uns que celle des autres. En ce sens aussi, les traces de la RDA ne peuvent se réduire à n'être que des objets ou des restes. Nous les envisagerons dans les collectifs qu'elles composent avec les humains, dans la manière dont elles sont saisies au présent. L'histoire est une science du présent. Et non une science de l'avenir, sans doute comme le pensaient les marxistes, comme le pensent peut-être encore d'autres, comme le pense aussi la pensée religieuse. Le marxisme, le communisme a cette forme religieuse d'une religion sans Dieu, avec l'idée d'un sens de l'histoire, dans le sens d'une direction. Or là, on est après. On est après cette histoire-là, et le sens qui avait été cherché, c'est perdu. Mais qu'est-ce à dire? La discipline historique a souvent été définie comme connaissance par trace. Jamais l'historien n'aura un accès direct au passé, comme les sciences de la nature ont accès à leur objet, mais à travers des traces parvenues jusqu'à lui. Il lui faut alors faire parler ces traces, pour reconstituer le passé en essayant de boucher les trous qu'elles laissent entre elles par différents raisonnements et déductions. J'allais dire destruction, la destruction est faite, il faut reconstruire. Nos traces relèvent de cette question de l'accès au passé par bribes, mais nous leur donnerons aussi d'autres traits. Nous entendrons la trace comme un abandon, ce qui a été laissé là par les acteurs du passé et du présent, sans égard pour son insignifiance, pour sa faible valeur monétaire et sociale, mais du coup aussi comme un indice permettant de réfléchir à ce qui fait abandon. Certains états de décrépitude ou certaines fermetures datent d'ailleurs de l'époque de la RDA, et la situation s'est prolongée après la chute. La réflexion mène alors à l'entrelacement des temps. La trace sera aussi conçue comme une résistance, quelque chose qui dure, quand autour, à côté, tout est bouleversé, quand disparaissent des équivalents à un non-humain dont il faut comprendre l'articulation avec son environnement. Cette résistance compose des collectifs avec les humains qui l'utilisent ou la valorisent. Et les traces, pour une histoire si récente, ne sont pas que des vestiges archéologiques, comme pour de l'histoire ancienne, mais ce sont
des traces aussi chez des humains. Et le début du texte nous parle précisément de vie de gens sous la RDA, ce qu'on peut encore en retracer. Et puis ça parlera d'objets et de plein de choses que je n'ai pas encore lues et que je vais lire avec beaucoup d'attention parce que justement il y a quelque chose d'une enquête. Il fait d'ailleurs, Nicolas Offenstadt, ce qu'on appelle de l'urbex, c'est-à-dire de la découverte dans des lieux de ville et où on pénètre un peu de manière illicite et où on retrouve des choses qui sont laissées à l'abandon. Et évidemment, c'est tout à fait ce que fait l'historien. Donc, que reste-t-il de la RDA? Que reste-t-il de ce monde-là? Ce monde si décrié par des Camus ou des Solzhenitsyn, et ce monde, qu'en dire, dans le temps d'après. Voilà, c'était les réflexions qu'ont suscité chez moi les livres que j'ai lus donc durant cette semaine en partie. Je reviendrai sur la plupart de ces livres. Je laisse les œuvres d'Édouard Levé reposer, mais je pense que c'est le genre de livre qu'on refeuillette de temps en temps pour juste relire une petite idée. Et sinon, les 4 autres, ils sont assez épais pour m'occuper une bonne partie de la semaine qui suit. J'en reparlerai. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine et